Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de mes lectures de cet été, donc de juillet et août. Je vais pas vous parler de mes lectures de mai et juin, dont je vous ai pas encore parlé, tout simplement parce que j'ai eu une très grosse panne de lecture. Ça commence seulement à aller mieux et ça commence seulement à se calmer. Même maintenant, je recommence à lire beaucoup, donc je suis très contente, j'ai repris un bon rythme. Mais pendant des mois, j'ai presque rien lu, je lisais 5 pages par jour, parfois même pas. Donc ça a été un peu la catastrophe, mais là ça revient. Donc je profite de mon rythme de lecture, mais je voulais, avant de repartir à zéro sur les vidéos, vous parler donc de mes lectures de cet été. De toute façon, les lectures de mai et juin, il n'y avait rien de mémorable et j'ai même plus très bien les livres en tête pour vous en parler, donc je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Mais donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs livres. Tout d'abord, je vous parlerai des Possibles de Virginie Grimaldi. Puis, je vous donnerai mon avis sur Et à la fin, il meurt de Lou Luby. Ensuite, je vous parlerai du recueil de nouvelles Belgique de Myriam Leroy. Puis, je vous donnerai mon avis sur le premier tome des Rêves de nos mères de Karine Pitoki. Je vous parlerai du Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Et je terminerai cette vidéo avec Écriture de Stephen King. Je vais commencer avec Les Possibles de Virginie Grimaldi. Moi, j'aime bien lire un Virginie Grimaldi de temps en temps, surtout quand je suis en panne de lecture, et là c'était vraiment le cas, j'étais complètement bloquée, et je sais que très souvent si je suis en panne de lecture, Virginie Grimaldi peut m'aider à en sortir avec un roman un peu léger, quelque chose d'assez sympa, où je me prends pas la tête. Les Possibles étaient peut-être pas le meilleur choix, d'ailleurs ça n'a pas marché, c'est pas ce qui m'a fait sortir de ma panne de lecture, je l'ai lu en 3 semaines alors qu'il est pas long. Voilà, ça m'a pas vraiment aidé. Pourquoi? Parce que c'est une thématique très lourde. C'est toujours comme ça chez Virginie Grimaldi, il y a une thématique lourde mais qui est abordée avec pas mal de légèreté. Ici, on est juste dans la thématique difficile, mais on a beaucoup moins d'humour que dans les autres romans de Virginie Grimaldi. Alors, je crois qu'en temps normal, ça n'aurait pas été pour me déplaire parce que je suis pas la plus grande fan de l'humour de Virginie Grimaldi. Ça me fait pas trop rire. Souvent, son humour me met plus mal à l'aise que me fait rire réellement. Donc voilà, c'est pas. Je crois qu'en temps normal, ça m'aurait pas gêné plus que ça, mais là, comme j'avais du mal à lire, que je cherchais de la légèreté et qu'en fait, je suis tombée sur un sujet très dur. Ça n'a pas vraiment été la lecture idéale à ce moment-là. Pour vous raconter l'histoire, on va suivre Juliane qui a 35-40 ans, qui est mariée, qui a un enfant, bref, elle a une vie bien rangée, assez classique. Et elle a des relations un peu compliquées avec son père. Il y a certaines choses qui font qu'ils sont plus vraiment en contact. Mais ils vont reprendre contact parce que son père a un problème dans sa maison, il y a un incendie qui se déclare et elle va le prendre à domicile chez elle et en fait elle va se rendre compte qu'il est plus comme avant, il n'est plus l'homme qu'il était auparavant et elle se rend compte qu'il perd un petit peu la tête. Et donc on va être là-dedans dans la dégénérescence de son père, dans elle qui essaye de comprendre ce qui lui arrive et qui essaye de mettre des mots sur ce dont il souffre, surtout que beaucoup de personnes autour ont tendance un petit peu à dire ah t'exagères, c'est juste que ton père il est assez fantasque, mais voilà il faut pas s'inquiéter. Mais elle veut vraiment comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui est assez poignant, c'est que moi, je suis Virginie Grimaldi sur Instagram et donc je sais que c'est l'histoire réelle qu'elle a eue avec son papa qui est décédé très récemment, malheureusement. D'ailleurs, il est décédé au moment où moi je lisais le livre, donc ça m'a vraiment fait un coup au cœur quand je lisais. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle a connu avec son papa, donc on sent que c'est un roman qui est très personnel pour elle. La thématique est très forte et très émouvante. Seulement, je trouve que l'intrigue n'est pas la plus passionnante. Alors c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, alors que comme je vous le dis c'est très émouvant et c'est un sujet en plus qui est propre à l'autrice, mais c'est juste que je trouve que dans le schéma narratif il y a quelque chose d'assez répétitif. Donc chaque fois c'est un peu le père qui fait quelque chose de particulier, qui commet une boulette, parce que le papa il est rigolo, on voit que c'est un sacré personnage, qu'il a un sacré caractère, et puis au début, c'est des petites gaffes un peu innocentes, un peu marrantes, et puis forcément, la thématique plus lourde vient par la suite. Mais je trouve que voilà, il y a ce côté répétitif où chaque fois c'est le papa qui fait, qui commet une bévue, et puis c'est la même chose qui se reproduit.
et on reste dans ce schéma-là. Forcément, on a de l'empathie pour les personnages, on a envie que tout se passe bien pour les personnages, mais je n'y retournais pas avec une impatience folle et je me disais pas qu'il fallait absolument que je continue ma lecture. Donc voilà comment je me situe par rapport à ce livre de Virginie Grimaldi. C'est pas mon préféré de l'autrice, et si vous cherchez à passer un moment un peu léger, un peu fun, clairement ne sélectionnez pas celui-là dans la bibliographie de l'autrice. Comme je n'arrivais toujours pas trop à lire, j'ai lu Et à la fin il meurt de Lou Luby. Déjà, prenons un peu le temps d'observer ce magnifique ouvrage. C'est une amie à moi qui me l'a prêté et il est vraiment superbe. C'est un roman graphique qui en fait va retracer l'histoire des contes de fées. Donc ça va vraiment parler des différentes versions des contes de fées, de l'origine des contes de fées. Ça va amener plein d'anecdotes autour de ça. Déjà ça va définir aussi très clairement ce que c'est un conte de fées, et on va aborder des thématiques plus modernes, plus actuelles au travers de ce grand thème. Et j'ai vraiment trouvé que c'était hyper bien fait, tout en étant super drôle. Donc on n'est pas que dans quelque chose d'éducatif, on est aussi dans quelque chose de très drôle. Ça m'a vraiment fait rigoler. Je trouve que c'est très fun, que c'est très sympa. Et en même temps c'est très pédagogique, on apprend plein de choses. Le dessin n'est pas forcément ce que je préfère en termes d'illustration, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est clairement un ouvrage pour les adultes, hein. Je l'ai pas précisé, mais c'est pas des contes de fées pour les enfants. On est dans quelque chose qui peut être un peu gore, qui parle un peu de sexualité, etc. Donc on est dans une catégorie pour adultes, très clairement. Mais si vous avez envie de lire un chouette roman graphique et d'apprendre plein de choses, moi je vous conseille celui-ci, il est vraiment très cool. Et c'est Myriam Leroy qui m'a remis le pied à l'étrier de la lecture. J'ai lu Belgique de Myriam Leroy. C'est un ouvrage dont j'avais jamais entendu parler, il était même pas sur Livre Addict, c'est moi qui ai ajouté le livre. En fait c'est un petit livre que j'avais acheté à la caisse d'une librairie. Vous voyez, c'est le genre de petit ouvrage qui est en caisse pour craquer à la dernière minute. J'aime beaucoup Myriam Leroy. Donc je me suis dit, je vais l'acheter, c'est un ouvrage à 12 €. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles. Il y a 7 nouvelles qui sont très différentes les unes des autres. Globalement, je les ai toutes aimées. Il y en a que j'ai vraiment préférées aux autres. J'ai surtout aimé L'ombre de la tour et... est-ce que c'était Mordre l'autre? Ah oui, ça j'aimais bien. Non, l'autre que j'avais particulièrement aimé, c'était pas Mordre, c'était Les réceptions de l'ambassadeur. Mais il y a une grande thématique commune dans les deux nouvelles que j'ai préférées, c'est des histoires de revanche de femmes. Et moi j'adore ce genre de thématique. Je sais pas comment expliquer, j'adore la thématique de la jeune femme opprimée qui décide de se venger. Je trouve qu'il y a toujours un côté très jouissif à ça, donc j'ai beaucoup aimé ces nouvelles-là. Globalement, je les ai toutes aimées. Bon, il y en a qui m'ont laissé plus insensible, comme Mordre, justement, et Rimini. Ça m'a moins intéressée, mais globalement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Myriam Leroy. Ici, en plus, il y a toujours un côté très belge, parce que, donc, ça j'ai pas précisé, mais ça s'appelle Belgique, et en fait il y a plusieurs auteurs qui ont composé leurs petits ouvrages sur le thème de la Belgique. Donc bon, forcément ils sont pas notés ici, mais c'est pas grave, c'est une collection qui a été lancée. Il y a plusieurs auteurs qui ont participé à cette collection et qui ont chacun écrit des petites nouvelles sur la Belgique. Moi, c'est Myriam Leroy qui m'a tentée parce que j'aime beaucoup son côté incisif, mordant. Elle passe la société au vitriol, elle a un humour décapant et j'aime bien sa manière de voir les choses. Alors certes, c'est sombre, c'est clairement pas une image positive, mais j'adore sa manière d'écrire. Je trouve que c'est toujours très j'allais dire plaisant à lire, mais c'est pas le mot parce que c'est pas vraiment plaisant, mais moi j'en tire du plaisir et j'aime bien en plus quand ça se passe en Belgique, j'aime bien reconnaître les endroits, j'aime bien quand elle parle de quartiers de Bruxelles que je connais, je trouve que c'est toujours super chouette de pouvoir se représenter les choses un peu plus justement. Et bref, c'est un petit recueil de nouvelles, pas grand chose à en dire.
Si vous aimez les nouvelles et que vous aimez Myriam Leroy, moi je vous le recommande parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Une fois que j'étais sur ma lancée de la lecture, j'avais envie de continuer, de surtout pas perdre le rythme. J'ai mangé avec Laura de la chaîne Laura's Readings il y a 1 ou 2 semaines et on a parlé de ce roman, donc Les rêves de nos mères de Karine Pitoki, parce que je lui disais j'ai envie de me replonger dans la lecture mais il me faut des trucs très prenants, pas trop longs, et elle m'a conseillé ce roman que j'avais pas, que j'ai été acheté expressément et que j'ai commencé le lendemain. Donc on s'est vu un mercredi soir, j'ai commencé ce livre le jeudi soir après. Je me suis dit ouais c'est vrai, il faut que je reste dans mon rythme et que je lise quelque chose de prenant. Ça a hyper bien fonctionné. C'est un roman qui est court, de nouveau, qui fait moins de 300 pages. Voilà, on est sur 261 pages. Et j'ai trouvé ça sympa. C'est pas le coup de cœur que ça a pu être pour beaucoup de lecteurs parce que y a certaines petites choses qui, moi, me parlent moins, mais c'est très très personnel. Mais de manière générale, ça fonctionne bien, je trouve que c'est sympa et que ça se lit bien. C'est l'histoire de Julia, on est en Angleterre en 1912 quand le roman commence. Et Julia vient de vivre un énorme drame personnel, donc c'est une lady, elle est de la bonne société. Son mari est décédé parce qu'il y a eu un incendie dans leur demeure. Donc son mari ainsi que plusieurs domestiques sont décédés. Et forcément pour elle c'est extrêmement compliqué de s'en remettre et de reprendre goût à la vie. Donc on commence le roman, elle est au plus bas, forcément, on s'en doute. Et un événement inattendu va faire que malgré elle, elle va être obligée de recommencer à vivre. Et en parallèle, on va suivre la famille des Murphy. Les Murphy, c'est une famille de vandales dans Londres. Ils sont vraiment dans tous les petits coups fourrés, ils font un peu leur loi. C'est voilà, des gens qui commettent des choses pas super légales, mais qui ont une bonne réputation dans Londres et qui en même temps ont quand même du cœur parce qu'ils n'hésitent pas à aider les personnes qui ont des soucis, les personnes en détresse. Et donc voilà, les deux histoires, donc celle de Julia et celle des Murphy, vont se recouper. Je ne vous dis pas comment. Mais c'est des histoires qui vont être liées à un moment. Je trouve que la combinaison des deux histoires fonctionne bien parce que ça fait que on ne se lasse pas d'une des deux histoires, on passe rapidement de l'une à l'autre et ça amène pas mal de dynamisme dans la narration. Ce qui m'a personnellement un peu gênée, c'est que comme le roman est fort court, on n'a pas le temps d'aller vraiment au bout des thématiques et au bout des choses. Après, l'autrice a écrit un tome 2 et un tome 3 qui sont beaucoup plus épais, donc j'ai hâte de les découvrir. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Mais donc, il y a beaucoup de thématiques qui sont un petit peu survolées. On voit qu'il y a des prémices de féminisme qui s'installent, on voit qu'il y a des femmes fortes qui ont envie de prendre leur destin en main, mais c'est pas non plus exploité à 100%. Et alors surtout il y a une bonne dose de romantisme, mais bon ça j'avais un indice sur la couverture, prix du livre romantique, donc j'aurais pu m'en douter. Le romantisme n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je suis pas du tout réfractaire à ça. Je trouve qu'il y a des très belles histoires d'amour et moi j'aime bien les histoires d'amour, il y a vraiment pas de problème avec ça. Simplement j'ai un peu du mal avec les histoires d'amour très prévisibles où on sent le truc venir à 10 km à la ronde, et je trouve que c'est un petit peu ce qu'il y a eu ici. Je trouve que on y vient un peu avec des gros sabots et sans beaucoup de nuances. Voilà. Mais de manière générale, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai bien aimé le personnage de Julia et de sa cousine Émilie, et je lirai avec plaisir le tome suivant. Je pense que j'en découvrirai plus sur les personnages et sur le contexte historique parce que comme je vous le disais, il est beaucoup plus gros, je pense qu'il fait environ 600 pages. Et ce roman a quand même eu le don de me replonger bien dans la lecture et de me donner envie de lire. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais maintenant vous parler du Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Ça c'est une relecture et je me rends compte que je ne prends jamais le temps de faire des relectures. C'est un roman que j'avais lu à l'école quand j'étais ado. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et il m'avait laissé un souvenir très marquant. Mais j'avais plus vraiment de bribes de l'histoire en tête. Je savais plus exactement
de quoi ça parlait. Et en tombant sur ce livre pêle-mêle, je me suis dit, bingo, je vais le relire. Et petite parenthèse, je trouve cette couverture grand format pas super jolie, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le livre, lui, il est exceptionnel. Je trouve ce livre magistral et c'est un très gros coup de cœur. Je suis contente parce que j'avais pas encore vraiment eu de gros coup de cœur en 2023. Mais au moment où je vous dis ça, je suis en train de lire une autre lecture gros coup de cœur. Donc j'ai hâte de vous en parler très prochainement. Mais revenons au Soleil d'Escorta. Ça a vraiment été une expérience de lecture géniale. Déjà, le livre s'ouvre sur une scène d'introduction que j'ai trouvée magistrale. Je ne sais pas comment expliquer. Je trouve que la manière dont Laurent Godet amène les choses est tellement forte. C'est précis, c'est ciselé. On voit qu'il sait exactement où il veut aller, où il veut emmener ses personnages et comment il veut amener le lecteur à ça. Je suis bluffée par cette précision. Et cette scène d'ouverture, elle est très forte parce que en gros, on suit un homme qui revient à Montepuccio, donc c'est un petit village des Pouilles. Il revient là après 15 ans de prison. Il a été emprisonné parce que c'était un jeune malfrat qui commettait tous des petits délits, qui volait les gens dans la ville, etc. Et un jour, il s'est fait prendre et il a été envoyé en prison pendant 15 ans. Et il revient à Montepuccio pour retrouver la femme qu'il a toujours aimée, à laquelle il a pensé pendant 15 ans. Il frappe à la porte de cette femme et sans un mot, ils se retrouvent, ils font l'amour. Et quand il sort de chez cette femme, lui, il est lapidé par les gens du village qui lui en veulent encore énormément et qui lui en veulent d'être venu pour faire l'amour à une femme du village. Et juste en mourant, il apprend qu'en fait, c'est vraiment pas un spoil, hein. Ça c'est le premier chapitre, enfin les 2 premiers chapitres. Voilà, c'est page 29 ce que je vous raconte, donc ça va. Il apprend qu'en fait, la femme à qui il pensait avoir fait l'amour n'est pas celle qu'il croyait, c'était la sœur de celle-ci. Il meurt et de tout ça va naître la famille d'Escorta. On va suivre l'Escorta sur plusieurs générations. Une famille qui va vivre beaucoup de hauts et de bas, une famille qui part pas avec les meilleures armes dans la vie, une famille qui passe par la richesse, la pauvreté, de nouveau un peu de richesse et qui va tout le temps fluctuer comme ça, une famille qui n'est pas forcément toujours acceptée par le village de Montepuccio et c'est fascinant, c'est prenant, c'est magnifiquement écrit, les personnages sont tellement attachants et pourtant à nouveau c'est un roman court, c'est aussi un roman d'environ 250 pages, mais il y a une force que je trouve saisissante. Il n'y a pas besoin de 1000 mots pour faire passer les émotions. Il n'y a pas besoin de 1000 mots pour faire passer les liens entre les personnages. On n'a pas besoin de s'étendre sur des pages et des pages de description, de dialogue. C'est brut, ça fonctionne quoi, c'est la vraie vie. Et en fait, il n'y a pas vraiment de grosses intrigues en tant que telles parce que c'est la vie qui passe. C'est les personnages qui naissent, qui grandissent et qui meurent. Et on est dans ce cycle de la vie. C'est quelque chose, c'est un peu un long fleuve tranquille. Parfois il y a des petites turbulences, mais on fait vraiment le cycle de la vie. Naissance, vie, mort. Et il y a quelque chose de très émouvant là-dedans. J'ai été vraiment émue. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau qui se dégage, de très pur qui s'en dégage. J'ai adoré l'ambiance, cette ambiance très chaude de l'Italie. On voit que les personnages suffoquent sous la chaleur. On voit que Montepuccio, c'est un peu leur village, mais en même temps, c'est pas le village où ils sont le mieux inclus. Et peut-être qu'ils auraient des chances de prospérer ailleurs, mais c'est leur terre et c'est là qu'ils doivent être. Et ouais, je trouve ça magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois, j'ai souri plusieurs fois. Et en fait, c'est une narration donc avec un personnage omniscient tout le temps, mais c'est chaque fois, il y a différentes parties et chaque partie se termine par le témoignage de la sœur de la fratrie. Donc on va suivre principalement une fratrie et la sœur s'appelle Carmela et on va suivre aussi son témoignage à elle, le témoignage de Carmela
qui est émouvant et qui s'entrecoupe très bien avec la narration plus linéaire qui se produit. La toute fin est magnifique. J'ai adoré les dernières phrases du livre. Je les ai trouvées très touchantes. Enfin voilà, c'est un livre que je trouve génial. Je sais pas si c'est un livre qui peut plaire à tout le monde parce que peut-être que certaines personnes pourraient y trouver un manque d'action. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça si beau. Et c'était un énorme plaisir de relecture. Et je vais terminer cette vidéo avec Écriture de Stephen King. Donc c'est un livre un peu hybride, c'est difficile à catégoriser. C'est à mi-chemin entre l'autobiographie et l'essai. En fait, Stephen King a divisé le livre en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est la partie autobiographie où il va expliquer sa jeunesse, où il va expliquer comment est-ce que l'écriture est entrée dans sa vie et comment est-ce qu'il a fait pour écrire principalement son premier roman qui est Carrie. Puis on va être dans une deuxième partie qui est beaucoup plus courte, qui est une partie boîte à outils, où là il va plus parler de grammaire, de syntaxe, voilà, de ce qu'il faut concrètement maîtriser pour écrire un livre. Et ensuite on passe à une partie écriture, où là il donne des conseils plus concrets sur l'écriture, sur comment créer des dialogues, des personnages, dans quel cadre est-ce que lui travaille, comment trouver un éditeur, ce genre de choses. Et il y a une toute petite partie à la fin sur un accident qu'il a subi lorsqu'il écrivait ce texte justement. J'attendais énormément de ce livre parce que il est vraiment très plébiscité, les avis sont assez dithyrambiques, j'avais déjà entendu que c'était un des meilleurs Stephen King. Je suis une fervente adepte de Stephen King, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour moi, c'est pas du tout son meilleur texte, enfin, en tout cas, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que dans le livre Écriture, ce que moi j'ai préféré, c'est l'autobiographie. En fait, moi j'aimerais que Stephen King me raconte sa vie pendant des heures. C'est ça qui m'intéresse. J'aime le personnage Stephen King, si on peut dire ça comme ça, mais je connais déjà plus ou moins sa vie, parce que j'ai déjà lu un essai sur sa vie, j'ai écouté des podcasts sur sa vie. C'est quelqu'un qui m'intéresse vraiment beaucoup, que je trouve très intéressant. Je trouve sa manière de travailler intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi quand il parle de ses addictions, parce que Stephen King a été un alcoolique, un drogué. Maintenant, il est sevré de tout ça, mais il a quand même eu une existence avec pas mal d'embûches et ça a joué sur son écriture aussi. Enfin, il reparle de Cujo, qui est un livre qu'il a écrit en étant tout le temps ivre-mort et il ne se rappelle pas l'avoir écrit, donc c'est quand même terrible. Moi j'aime ça en fait, j'aime que Stephen King me raconte sa vie et de manière générale j'aime qu'il me raconte des vies, j'aime qu'il me raconte des histoires. Dans la partie essai en tant que tel, même lui-même m'était moins sympathique parce que je trouve qu'il est parfois un peu dur dans les termes qu'il emploie. Voilà, si vous faites ça, arrêtez d'écrire, c'est que c'est pas pour vous. Il a vraiment des conseils un peu durs. Et puis surtout, on est vraiment dans des conseils qui sont sympas, qui sont bons à prendre, mais qui ne sont pas vraiment inédits à mon sens. Et j'aurais aimé que ces conseils, peut-être, il les illustre par des anecdotes personnelles. Il y en a quelques-unes, mais elles sont assez peu nombreuses. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il se plonge plus dans son œuvre pour nous expliquer comment est-ce que on peut écrire. Parce que le but, c'est de s'adresser à des futurs auteurs ou à des jeunes auteurs et de leur donner des conseils. Mais selon moi, ça aurait pu être un plus de davantage piocher dans sa vie à lui pour qu'on ait quand même un peu plus de relief. Il y a très peu de temps, j'ai écouté la masterclass d'écriture de Marie Vareille. Donc c'est une masterclass qui est disponible, je pense, uniquement sur Audible. Ça s'appelle Écrire un roman. Et c'est en 10 épisodes. Chaque épisode s'attarde sur une thématique de l'écriture, donc l'inspiration, l'intrigue, les dialogues, les personnages, la relecture, voilà. C'est chaque fois très précis et on aborde une thématique et je trouve que, en tout cas pour moi, ça m'a été plus utile que les conseils qui sont dans écriture. Donc je trouve que Marie Vareille apporte quelque chose de plus concret et de plus bienveillant que j'ai moins retrouvé
chez Stephen King. Donc voilà, avoir les deux points de vue en comparaison plus ou moins simultanément m'a fait ressortir ça. Après, c'est un ouvrage qui commence un petit peu à dater aussi. Peut-être que Stephen King adapterait certaines choses, pourrait rajouter d'autres choses aujourd'hui, parce que quand il l'a écrit, je pense qu'il avait la cinquantaine et qu'aujourd'hui il a la septantaine, hein, à mon avis, bien tassé quand même. Enfin, comment est-ce que vous dites, j'ai dit la septantaine, c'est belge, mais les Français vous dites la soixante-dizaine? Ça me paraît bizarre. Dites-moi, je sais pas comment on dit, mais bref, on va dire la septantaine. Il y a peut-être certaines choses qui pourraient aborder différemment aujourd'hui et qu'il aborderait peut-être différemment aujourd'hui, et peut-être qu'il étofferait son récit de certaines choses différentes. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre-ci, et j'en ai terminé avec ce point lecture. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire ce que vous faites quand vous avez une grosse panne de lecture, comme ce que j'ai eu. Moi, je me suis dit que ma stratégie, c'était de prendre uniquement des auteurs que j'aimais ou des histoires qui étaient susceptibles de vraiment me plaire, et de miser sur les petits livres. Et maintenant, je me suis replongée dans une bricasse de presque 900 pages sans souci. Donc on est reparti, on est de nouveau sur un bon rythme. Je lis tous les jours avec grand plaisir. J'attends impatiemment le moment où je vais lire. D'ailleurs, au moment où je vais éteindre ma caméra, je vais aller lire. Donc c'est un vrai plaisir. Je suis ravie d'avoir retrouvé cette envie. Et du coup, ça fait que, a priori, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!